les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. Mais pas seulement, on parle catch pendant une bonne heure et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Retro Catch Up. Retro Catch Up, l'émission qui remonte le temps. Je suis accompagné de l'inépuisable Raphaël. Comment ça va, Raphaël ? Eh ben, ça va bien. Ça y est, on réenclenche la machine en arrière. La dernière fois, c'était 10 ans et ce coup-ci, oulala, c'est 20 ans. 20 ans, 20 années de retour en arrière. On était tout petits dans nos culottes courtes et on regardait le catch. Mais lui, il était déjà âgé, hein, il bossait déjà. Ce bon vieux papy, comment ça va, papy ? Bonjour Inside. Ben non, je bossais plus déjà. Il y a 20 ans. Attends, Déjà j'étais à la déjà à la retraite. retraite. Ah là là, ça passe à une vitesse. Marty, on retourne dans le passé. Hop, prends les clés de la DeLorean. C'est parti. Mon kiki. C'est parti, mon kiki. Peggy Sue s'est mariée. On revient dans le temps. On revient donc au 25 février 2001, précisément, pour No Way Out, le pay-per-view de la WWE. Un pay-per-view historique, puisque c'est le dernier pay-per-view de la Monday Night War. Et oui. Tenez-vous bien. Ah là là. Juste avant le rachat de la WCW. C'est ça, le rachat de la WWC, il va se faire juste quelques semaines plus tard. On parle à l'époque d'un shutdown de la WCW, on ne sait pas ce qui va se passer, et finalement c'est bien Vince McMahon qui rachètera la fédération concurrente, World Championship Wrestling, qui en face de la WWE cette année-là propose un pay-per-view qui c'est Super Brawl Revenge, je crois, qui s'appelle. C'est un sacré titre. Oui, avec Scott Steiner contre Kevin Nash, théoriquement, en main event. Oh, c'est un sacré main event. Sacré main event, mais je crois que Kevin Nash n'est pas venu et qu'il a été remplacé par Booker T. C'est ça qu'on aurait dû refaire. Décidément. Ouais. C'était voilà, la grande classe. On se demande pourquoi la WCW s'est crashée. Voilà. Il y avait Rick Steiner en champion US. Jimmy Wang Yang était là. Rey Mysterio sans son masque. Des grandes heures. Des grandes heures. Donc, 2001. Bah, on va peut-être parler de votre vécu, là, mon bon Raph. Qu'est-ce que tu faisais en 2001 ? T'étais déjà fan de catch ? Pas du tout ? T'étais occupé ailleurs ? T'étais pas né, peut-être ? Je ne sais pas. Si, mais effectivement, j'ai fait un petit peu de review. Ça va pas nous rajeunir. Non, je n'étais pas fan de catch. J'étais en CM2. J'étais dans la classe du directeur de l'école. Ça s'appelait Monsieur Martin, un homme costaud et sévère, dont d'ailleurs j'ai appris récemment le décès. Donc malheureusement, paix à son âme. Et pour recentrer un petit peu ce qui se passait à l'époque en France, pour tout vous dire, je me souviens très bien que cette année-là, et à cette période-là, je pense, il nous avait autorisé à faire un débat en classe sur Loft Story et la télé-réalité qui arrivait en France. Donc voilà, pour dire où on en était, nous, pendant que le monde du catch était en guerre aux États-Unis, ben voilà. Nous, on faisait des débats sur Loana, Jean-Pascal, Stevie et toute l'équipe. Et bourriquet. Et des choses bizarres dans les piscines. Ben voilà, du beau. Et toi, papy, t'étais donc déjà à la retraite ? J'étais déjà à la retraite, mais effectivement, j'ai des souvenirs de Love Story aussi, malheureusement, de cette époque-là. Puisque moi, c'était en entretien qu'on me le demandait. Est-ce que vous connaissez Love Story ? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr que je l'ai regardé. Mais bon, à l'époque, c'était nouveau. On n'était pas encore blasé à se dire, la télé-réalité, c'est qu'un truc de dégénéré. Et donc, on se laissait tenter par le produit. Bon, c'est ça, il faut tester. C'était loin quand même. Hein. Ouais, il fallait tester. Mais on en est vite revenu. 2001, belle année. Alors, on est avant le 11 septembre, hein, parce qu'on est en février. Donc ça il faut un monde différent. Voilà, avant que le monde bascule. Ouais, ça pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, faut savoir qu'il y a un avant et un après. Hein. Le 11 septembre, l'attentat des tours jumelles du World Trade Center. Peut-être qu'à cette époque, ils étaient déjà en train de regarder quelques plans pour prévoir le truc. On ne sait pas combien de temps ça leur a pris d'organiser ça. Hein. On n'a pas eu. Ouais, on n'a pas eu. On n'a pas eu d'affûter les lames de rasoir. Ouais. On n'a pas eu le network pour nous expliquer les coulisses là. C'est dommage, ça aurait été intéressant.
Ils faisaient leurs heures de pilotage, hein, je pense. Oui, c'est ça. À cette période-là, hein, ils auraient pu nous parler de leurs professeurs de pilotage dans le 24 World Trade Center, bientôt sur le network. Ouais, en tout cas, voilà, il y a un avant et un après, notamment au niveau de la culture pop américaine, hein, où les cinémas ne sera plus pareil, l'humour ne sera plus pareil. Voilà, les États-Unis rentrent un peu dans une période de patriotisme, ils sont en guerre et ça va changer un peu le ton. Ça va changer la donne. Alors, un peu pour vous toujours builder un peu plus ce contexte, hein, qu'est-ce qui cartonne au cinéma en France? La vérité, si je mens. La vérité, si je mens 2. Hein, la suite des péripéties là, des oui, avec Daniel Prévost à la fin. Voilà. Ah oui, il y a Daniel Prévost dans celui-là. Ouais. Avec Richard Anconina. Puis je ne sais plus comment ça s'appelle. José Garcia, voilà, etc. Gros succès, gros carton en France. Hein, il y aura un 3e aussi, si je dis pas de bêtises. 2e au box-office, Ce que veulent les femmes, avec Mel Gibson, qui peut lire dans les pensées. Hein, il entend les pensées des femmes. Donc c'est un film essentiellement muet. Et Vertical Limit de Martin Campbell, un film sur la varap, en 3e. Ah oui, il y avait du bon cette année-là. Moi, je crois qu'ils aient balancé les avions. La grande année, il y avait un ras-le-bol. Ridley Scott remporte les Oscars avec Gladiator. Ah oui, quand même. C'est le retour en grâce de Ridley Scott. Hein, après passage du désert un petit peu, traversée du désert. Le Pack des loups aussi, hein, qui est là, souvenez-vous. Et Steven Soderbergh. Pas si mal. Ouais, je sais pas. Hein. Steven Soderbergh, qui est nominé 2 fois pour le meilleur film. Avec Trafic, et Erin Brockovich, c'est un peu la consécration. Russell Crowe, meilleur acteur pour Gladiator. Julia Roberts, meilleure actrice. C'est l'année d'In the Mood for Love, voilà, Le goût des autres. Henri Salvador, qui est salué par la critique au niveau de la musique. Et puis c'est là aussi la mort de la reine Marie-Josée de Belgique. Il se passe pas grand-chose à l'époque. C'est pour ça qu'on se souvient que du Loft, c'est ça qui est terrible. C'est ça, la mort de Charles Trenet et de Robert Enrico, qui avait réalisé Le Vieux Fusil, le premier film qui a gagné un César. Très bon film, Le Vieux Fusil. Et puis au niveau de la musique, il y a un peu que de la merde, hein, je crois. C'est bien résumé. Il y avait la musique des Lofters, hein. Il y avait la musique des Lofters, voilà. J'avais noté des trucs, mais c'est parti. Il y avait MC Solar. C'est MC Solar qui cartonnait avec une chanson je connaissais même pas, Solar est triste ou un truc comme ça. Solar pleure. Voilà. En tout cas, c'est l'insouciance avant le drame de septembre. Et donc, au niveau du catch, effectivement, la guerre est quasiment finie entre la WWE et la WCW. Et on a des plus grosses stars qui seront là pour ce pay-per-view No Way Out, donc qui est juste avant le WrestleMania qui va suivre. Ça se passe à Las Vegas. Et il y a quand même un très gros succès au niveau des ventes et des spectateurs. C'est en pleine attitude des races, on peut le dire du coup. Parce que on parlera, je pense, plusieurs fois durant le descriptif. Mais alors là, j'ai trouvé que c'était très symptomatique de l'attitude des races sur pas mal de choses. Ouais, ça on va le voir au fur et à mesure du show. Voilà, 15 223 spectateurs, 580 000 ventes de pay-per-view, ce qui est quand même énorme. C'est plus que le Survivor Series qui viendra après dans l'année et qui est le Survivor Series de l'invasion, où la WCW et les CW débarquent. Et ce pay-per-view là, il a fait plus fort. Et il faut dire qu'on a une grosse affiche, puisqu'il y a quand même un match entre Triple H et Stone Cold Steve Austin. Voilà, je vais y arriver. Et The Rock contre Kurt Angle. D'où le main event. Ouais. Sachant que Austin contre Triple H, c'est un Free Stages of Hell. Donc 3 matchs qui vont s'enchaîner. Et on verra que le reste de la carte, c'est aussi très très intéressant. Le Thomas and Mack Center, voilà où ça se passe, à Paradise, précisément dans le Nevada, qui est tout à côté de Las Vegas. Donc, c'est vraiment, bon voilà, il marche sur l'eau un petit peu la WWE, c'est un peu en chute par rapport à ce qui avait été fait avant, mais là, pour un pay-per-view mineur, c'est quand même un gros succès. Et on va démarrer le show
avec un match pour le championnat hardcore qui va opposer Raven au Big Show. Rien que ça, le Big Show qui se bat pour la ceinture hardcore. La ceinture hardcore, c'était un peu l'équivalent du titre 24/7. Tout était permis dans les matchs, tout le monde pouvait débarquer. Et d'ailleurs, ça va pas se priver, parce qu'il va y avoir toute une tripotée de catcheurs qui vont débarquer pendant le match. On aura notamment Crash Holly, Hardcore Holly. Qui c'est d'autre qui débarque? Steve Blackman avec ses nunchakus. On en a encore plein d'autres, non, qui arrivent. Il y a des femmes aussi qui débarquent de mémoire. Il y a une ninjette comme ça, masquée avec des gros lolos. Il y a aussi une autre catcheuse. J'ai perdu son nom, tiens. Il n'y a pas un des deux de. Il n'y a pas un des deux de la DX? Non, ils sont. Je sais plus. Il y a Billy Gunn qui débarque. Billy Gunn, tout à fait, oui. Molly Holly, voilà. C'est Molly Holly qui se ramène. Tout ça est un beau bordel. Et au final, Raven va réussir à faire un petit paquet sur Billy Gunn pour gagner le titre. Mais le Big Show n'est pas content. Et il va choper tout le monde, faire des chokeslam à tout le monde. Et faire le tomber sur Raven pour récupérer le titre hardcore. Donc c'est un peu un match complètement nawesque. Est-ce que ça vous a plu? On peut quand même noter que Raven n'est pas du tout over. Et qu'il y a un festival de personnes qui rentrent dans le ring. Mon bon Raph, est-ce que ça t'a plu tout ça? Alors moi déjà, je tiens à souligner que c'est vraiment nouveau pour moi. Je suis novice. Je sais que j'ai l'air d'être une exception parce que quand je vois les jeunes qui débarquent sur le Discord, et je les salue d'ailleurs, je remarque qu'il y a des gens qui sont, grâce au network, mais très assidus, c'est-à-dire qui débarquent suivre le catch en 2021. Et ben putain, ils vont mater toutes les époques, tout ça. Moi, peut-être question de temps et de découragement. J'ai jamais trop regardé les vieux pay-per-view, voilà. Donc là, je découvre vraiment cette ambiance. Tu l'as dit, c'est un peu le titre 24/7 d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le même bordel, ça a l'air d'être un peu du jobber dans tous les sens, à la différence qu'il y a quand même le côté un peu hardcore, donc il y a des poubelles, il y a des couvercles de poubelles, en plus on est à l'époque où ça se fout des coups de chaise sur la tête et tout, mais au final ça faisait plus un peu comédie wrestling avec plein de gens qui se battent dans tous les sens, plein de petits moucherons là, et puis l'énorme Big Show. Ça faisait plaisir de voir le Big Show avec des cheveux, tout ça. Et puis voilà, qui défonce tout le monde et puis qui gagne et puis qui part. Ça semblait assez prévisible, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Après, on va pas dire que c'est du grand catch non plus, mais c'est rigolo. Ouais, on est dans le hardcore. Le Big Show qui est énorme. Mais effectivement, c'est un opener qui dure 4 minutes 20, donc assez honnête. Mon bon papy, qu'est-ce que tu peux rajouter à tout ça? Ouais, alors j'avais fait un petit peu mes devoirs, donc du coup, je peux vous dire déjà que Raven, c'est un spécialiste du 24/7, du Hardcore Championship, lapsus, vu qu'il a quand même été 27 fois champion du Hardcore Championship. Donc voilà, c'est un peu comme le 24/7, c'est des championnats que tu gagnes à répétition, vu que de toute façon, tu vas le gagner plusieurs fois pendant la même soirée. Et alors, j'avais une question pour vous. Est-ce que, avant de donner mon avis, le Big Show a eu sa qualification de number one contender au SmackDown juste avant, dans un match avec plein de participants, un peu comme là ce soir on a eu. Mais est-ce que vous savez quel catcheur actuellement à la WWE était dans ce match? Un indice, il a un rapport avec le titre. Un mec qui est actuellement à la WWE. À Monday Pro d'ailleurs. Qui catch encore. Et qui est champion. Champion. Bobby Lashley? Non. R-Truth? R-Truth, effectivement, qui était à l'époque sur sa gimmick Quick, là, comme ça. Quick. Et qui était justement dans le match de qualification pour le titre hardcore. Donc je trouve ça assez marrant que 20 ans avant, il se battait déjà pour une ceinture 24/7. Mais c'est vrai qu'R-Truth, il a une première carrière sous le nom de K-Quick à la WWE. Après, il va partir à TNA et revenir. Et je crois qu'il était en équipe avec comment il s'appelle, le partenaire de Billy Gunn, le Road Dogg. Road Dogg. Road Dogg pendant quelques temps.
Ouais, c'est vrai qu'il est. Bah, en fait, ça fait extrêmement longtemps qu'il est dans le circuit. Hein. Mais là, on va revoir tout au long du pay-per-view. Il y a plein de têtes qui sont encore là. Hein. Yes, et puis sinon, pour le match, je suis comme vous. Hein, c'était plaisant sans plus. Et c'était le bordel. Ils ont quand même pas mal botché la fin. J'ai trouvé le pauvre. Je crois que c'est Big Gun qui devait faire passer Big Show par-dessus les cordes, mais qui a pas réussi. Enfin, c'était un peu dégueulasse. Ils ont l'air de se faire mal en plus et le Big Show a pas l'air content. Hein. Ouais, le Big Show rend pas l'air content du tout. Quoi. Donc, je pense que c'était un peu merdique comme finale. Bon, après, voilà, ça fait passer. Ouais. Alors Raven, peut-être parler un petit peu de Raven, qui était un des gros noms de la ECW. Et il avait commencé sa carrière à la WWF en tant que Johnny Polo. C'était plus un manager. Et après, il est parti à la ECW où ils en ont fait cette espèce de personnage de leader un peu charismatique, un peu de secte, mais il a été transféré à la WWF, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Bah, déjà, il est quand même assez petit. Et puis, bon, vu les cadors qu'il y avait à l'époque à la WWE, c'était mission impossible, je pense, quasiment pour lui, pour fonctionner, même s'il a eu le vent en poupe pendant un bon moment, hein, Raven, mais là, c'est un peu la fin de sa carrière. Il sera à WrestleMania de mémoire, d'ailleurs, le suivant. Ouais, fort possible. Dans le match hardcore contre Big Show et Kane, si je dis pas Ouais, oui, qui est pas mal celui-là, où ils vont se battre un peu partout dans l'arena. Un vrai match, ouais. Ouais, plutôt un bon souvenir de ce truc-là. Mais voilà, il a une petite carrière à la WWE, mais c'était un gros espoir de l'ECW. Alors après le reste, Hardcore Holly, on le connaît, hein, on l'a revu à la ECW version WWE plus tard. Il était en équipe avec Cody Rhodes, etc. Crash Test Holly, qu'on voit qui est déguisé en livreur de popcorn, là. S'incruse dans le match. Il va mourir jeune, lui, je crois. Ouais, il est décédé assez rapidement. Plus tard. Billy Gunn, toujours en activité, il est à la All Elite Wrestling de nos jours. Avec ses fistons. C'est ça. Molly Holly, je crois qu'elle est intronisée au Hall of Fame là, cette année. C'est ça. Cette année, hein. Cette année, hein, voilà. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, c'était une bonne occasion de mettre un peu tout le monde dans le pay-per-view. Hein. Parce que sinon, ils auraient été un petit peu sur la touche, tout cela. J'ai pas parlé des commentateurs. C'est Jerry Lawler et ce bon vieux Jim Ross qui sont aux commentaires, le classique. On reverra. Michael Cole, intervieweur dans les coulisses. Oui. Ouais, Michael Cole, teint en blond, hein, et on voit dans les coulisses. Il y a Lilian Garcia aussi. De SmackDown de mémoire, Michael Cole en fait. Il était commentateur. Il me semble qu'il a SmackDown aussi, Michael Cole en temps normal. Je crois qu'il y a Jim Ross qui doit faire Raw et Michael Cole SmackDown et Jerry Lawler il doit faire les deux ou une connerie comme ça. Ok. Il y a Lilian Garcia aussi qui fait des interviews backstage. Oui. Et en dark match comme on dit, hein, le match avant le show qui n'a pas été diffusé, on a Rikishi qui a battu Matt Hardy par disqualification. Matt Hardy déjà là, 3 minutes 50 de match, ça devait être un grand moment. Il y avait Lita aussi dans l'histoire. Oui. On va passer au titre intercontinental. Allons-y. Allez, un Fatal 4-Way, Chris Jericho est le champion. Y2J, hein, c'est tout début, à la WWE du moins. Il affronte rien que moi que Chris Benoit, Eddie Guerrero et X-Pac. Chris Benoit, donc de sinistre mémoire, hein, qui a un peu mal fini, très mal fini même on peut dire. C'est difficile de faire pire en fin de carrière. Eddie Guerrero décédé également. X-Pac, qui est le One Two Freak Kid, hein, qui fait partie de DX, tout ça, qui était passé à la WCW, qui est revenu, que tout le monde déteste. Mais là, on a du haut niveau là. In-ring, c'est un peu toute l'école de gens qui sont partis au Japon. Hein. Chris Jericho, Chris Benoit, Eddie Guerrero, X-Pac, ils ont tous fait leurs armes au Japon. Et on a donc un Fatal 4-Way qui dépote, ça part dans tous les sens, ça n'arrête jamais. Ça dure 12 minutes 17. Je crois bien qu'il y a une intervention de quelqu'un à un moment donné. Comment il s'appelle ? Le mec, l'ancien gars de l'ECW. Son nom m'échappe. Il y a un jeu de mots sur son nom. Ah, Justin. Justin Credible. Justin Credible, voilà, c'est un des catcheurs que j'aime pas. C'est pour ça que j'arrive pas à me souvenir de son nom. Et évidemment, donc toutes ces interventions. Alors début, hein, on va parler clair. Chris Benoit et Eddie Guerrero, ils sont alliés dans l'histoire, hein, puisqu'ils font partie du même gang.
quand ils sont arrivés à la WWE. Donc ils font équipe un peu au début du match, ils arrivent à maîtriser tout ça, puis au final ils finissent par s'engueuler. Le match continue, il y a l'intervention de Justin Credible, et ça permet à Chris Jericho de faire le tombé, je crois, sur X-Pac. Voilà, en profitant un peu des distractions. 12 minutes 17 de match qui allait à 100 à l'heure. Plutôt le genre de match qu'on voit fait par les filles nos jours. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mon bon papy. Tu dis ça pourquoi? Par rapport à la taille des participants ou? C'est ça. Ouais, non, mais le fait que ça n'arrête jamais comme ça. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à gagner un peu le public à leur cause parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais alors Jericho quand il entre, c'est une méga superstar, tu vois, c'est Ouais. tout le public lui chante son nom et tout. Alors les trois autres, ils en ont rien à foutre. Ils sifflent pas, ils applaudissent pas. Les trois. Et j'étais étonné parce que pas que je savais qu'il était pas populaire, donc je m'étais pas trop étonné quand il est rentré. Mais alors, par contre, même Benoît Guerrero, c'était pareil, c'était un silence poli, on va dire, quand ils sont rentrés dans le stade. Alors, Benoît va aller haut, mais je sais pas enfin, j'ai pas souvenir qu'il était vraiment méga soutenu. Par contre, Guerrero, il me semblait pourtant qu'il était vraiment méga soutenu à une époque, mais bon, pas encore. Là, ils viennent d'arriver peut-être à la WWF. Ça fait pas très longtemps, Donc, effectivement. c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas encore, qui ont pas encore marqué le public. Sinon, effectivement, c'était un match qui très enlevé, qui allait partout. On voit que qu'il y en avait comme trois de mémoire qui étaient sur à la WCW, à la division Cruiserweight, Guerrero, Benoît et Jericho, et du coup qui se connaissent un peu par cœur, et donc du coup c'était très très dynamique comme style, et plutôt plaisant, et je trouve que justement qu'ils ont gagné le public grâce à leur à la dynamique du match. Ouais, ça donne l'impression, je trouve, que le match était peut-être plus long encore que 12 minutes, parce que c'est vrai, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je dirais, j'ai l'impression que c'est allé beaucoup plus dans tous les sens, et il y a moins en fait d'histoire dans le match, c'est-à-dire tu sais plus, enfin t'as plus trop de repères comme on a des fois actuellement où ça commence lentement, puis où ça accélère, et puis t'as une sorte d'histoire racontée pendant qu'ils se battent. Là, c'est vraiment un peu, enfin, toutes les combinaisons possibles se sont enchaînées sans qu'il y ait vraiment trop de logique, un peu en fonction de qui était dispo à ce moment-là sur le ring. Donc ça, on voyait plus venir la fin. Ça, bon, en plus, c'est vrai que moi, j'identifie pas bien les finishers ou les trucs comme ça, mais du coup, c'était quand même. Là, c'est une belle rencontre, ouais. Et puis ça fait plaisir. C'est vrai que c'est drôle de revoir Chris Jericho qui, pour le coup, lui, a une carrière infiniment longue. Et puis là, il était tout jeune, tout affûté. Et puis ouais, son entrée déjà, ça fait bien longtemps qu'on l'avait pas entendu. Son entrée qui marque, donc c'est plutôt chouette. Après, c'est vrai que c'est un peu tragique, mais de voir Benoît et Guerrero aussi proches dans le scénario quand on sait qu'ensuite ils vont avoir finalement une fin un peu identique, enfin pas tout à fait, mais enfin ils sont morts très jeunes. Je crois qu'ils meurent au même âge, hein, non, à 36 ans ou un truc comme ça, ou peut-être un peu plus, mais c'est bizarre de voir qu'ils ont qu'ils ont eu à ce point-là un parcours identique. Ouais, Benoît juste après Guerrero de mémoire. D'ailleurs, il me semblait que c'était dans la bio de Jericho, si je dis pas de conneries, où il raconte qu'en fait que Benoît était complètement détruit à la mort de Guerrero, quoi. Donc il était déjà bien dépressif, Benoît, je pense. Ouais, c'est des catcheurs qui étaient très liés, hein. Eddie Guerrero et Chris Benoit, avec Rey Mysterio aussi, qui est un peu le seul survivant de l'histoire. Ouais, il a perdu un œil, mais il va bien. Ouais, il a perdu un œil, mais tout va bien pour lui. Il a son fils, tout ça. C'est belle. Bah oui, un match qui était à l'image de ce que faisaient les cruisers à la WCW, avec des mecs qui a quand même, comme je disais, un niveau in-ring qui est quand même assez fabuleux là, hein. X-Pac, il n'est pas aimé de la foule, mais c'est un mec qui a été assez innovant, hein, à la WWF, hein. Il s'était fait donc remarquer en battant par surprise Razor Ramon, hein. Il était pas du tout, c'était censé être un jobber quand le match démarre. Et puis finalement, il gagne le match surprise. Il a une petite carrière derrière. Il fait des gros matchs avec Bret Hart qui sont un peu des classiques. Et puis après, bon, c'est le départ pour la WCW, rejoindre le New World Order, etc. Ça fait les grandes histoires, les grandes heures de la WCW. Par contre, effectivement, après la WWE, il n'était pas très populaire, effectivement. Ça le eut. Puis bon, on sent qu'il en avait rien à foutre un petit peu du public aussi. C'était un
un catcheur vieille école, X-Pac, on va dire. Hein, ça picolait sec. D'ailleurs, je pense Eddie Guerrero, c'est peut-être moins, mais un peu cette période-là, c'est des gens qui sont un peu autodestructeurs. Hein. Et on n'est pas sur les catcheurs tout clean qu'on a de nos jours. Et ça se ressent un peu dans l'attitude. Hein. Et puis, ouais, comme je disais, chacun a eu déjà un beau début de carrière au Japon. Donc, c'est vraiment c'est une école de catch là, qu'on a vu, dérouler hein, dans ce match. Alors, je ne sais pas s'il y avait une histoire précise à leur rivalité. Non, c'était Jericho avait pris le titre à Benoît au Rumble dans un match à l'échelle. Et puis je crois qu'ils se tournaient tous un peu autour, puis donc c'est pour ça que classique, vous tournez tout autour, et hop, tous dans un match. Voilà. Et puis bon, il y a cette histoire entre Chris Benoit et des Guerrero qui sont alliés, et puis qui vont finir par se trahir. Ça fait des débuts de choses solides hein, quand même, des matchs comme ça. Mais après, c'est l'heure des paillettes. Hein. On va aller dans un match qui est représentatif un peu du catch féminin de l'époque. Très love story, hein, très Loana. Voilà, on est dans le ton. Bon, je vais juste passer un petit peu sur ce qui se passe en coulisses. Il y a notamment une interview de Kurt Angle par Kevin Kelly, qui est actuellement le commentateur de la New Japan pour les États-Unis. Angle qui dit qu'il est dans une ville de losers et qui va rajouter à la liste de losers le Brahma Bull, le The Rock, après le match de ce soir. Il sait déjà comment se faire haïr du public avant d'arriver. On a la préparation de Triple H aussi dans les vestiaires avec il met ses petits bandages. Et avant le match entre Trish et Stéphanie, alors je sais pas, Papy, t'as peut-être l'historique de ce match entre, donc c'est Stephanie McMahon qui affronte Trish Stratus, hein, c'est ça le match. C'est ça, oui. Et en fait, c'est parce que simplement, alors je vais essayer je vais le faire vraiment très court. C'est qu'en gros, là, c'est à l'époque où Linda McMahon est handicapée, ou je sais plus exactement pourquoi, elle est fortement, handicapée. Et donc du coup, Trish, c'est un peu la jeune fille qui vient dans la maison et puis qui est à la fois les aide, mais à la fois fait tourner la tête du père de Vince. Donc du coup, ça plaît pas du tout à Stéphanie. Et donc du coup, elles vont se foutre sur la gueule. Et puis, je crois que c'est Regal qui propose ce match ou qui l'organise. Je sais plus exactement ce qu'il vient foutre là-dedans. Mais qui en gros, du coup, t'as McMahon qui menace en disant attention, mon gars, je suis pas sûr que tu aies fait le bon choix en les faisant s'affronter parce que du coup, il va forcément qu'il y en ait une des deux qui perdent. Et je pense qu'il faut pas que tu te trompes dans le choix. Voilà un peu pour le contexte. Voilà, ouais. Parce que William Regal est le general manager de Monday Night Raw à cette époque. Peut-être même de SmackDown, je ne sais pas. Mais il est commissionnaire ou je ne sais plus ce qu'il est à l'époque. Commissionnaire, on l'appelle. Ouais, enfin voilà, general manager, on va dire. C'est lui qui prend les décisions, mais il y a Vince McMahon derrière qui lui dit dans les vestiaires, hein, t'as pas, tu sais de toute façon, tu sais ce que tu dois faire. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça. Hein, donc voilà, je compte sur toi. William Regal lui dit oui, pas de problème. Et puis une fois que Vince McMahon est parti, on voit visiblement il sait pas du tout ce qu'il doit faire. Et ça va impacter le match. On a une petite séquence à Times Square, parce que je crois qu'à l'époque, il y avait le restaurant de la WWE qui était ouvert sur Times Square. Et pendant les pay-per-view, ils faisaient un peu des passages au restaurant, parce qu'ils devaient diffuser, je suppose, le show en direct, et puis avec des gens dans la salle. Et on a Test, qui était un peu le catcheur en vogue à l'époque. Andrew Martin, qui est décédé depuis, hein, qui avait fait un quel massacre quand même. Hein. Ouais, on va compter les décès, je pense, à la fin de l'émission, on fera les comptes. Test qui a une réplique bien misogyne hein, en nous disant ce match il va être super, on va enfin savoir qui est la plus grosse pétasse de la WWE entre Trish Stratus et Stephanie McMahon. Oui, c'était l'esprit de l'époque. Hein. Voilà, c'était ça se passait comme ça à l'époque. Hein. Il n'y avait pas d'hashtag MeToo, il n'y avait pas d'histoire comme ça. On était dans l'esprit un peu gros beauf hein, quand même à ce niveau. D'ailleurs, après, on a un match donc forcément entre Trish Stratus et Stephanie McMahon. Alors bizarrement, Stephanie McMahon a l'air plus en jambes que Trish Stratus, qui a l'air vraiment de débuter à l'époque. Je suppose que c'était ses débuts.
Je dirais que Stephanie McMahon était très mal fagotée. Donc ça se fout sur la gueule gaiement. On va même se jeter de l'eau au visage, on va se déshabiller un peu. Il y a des claques sur les fesses quand même qui sont faites, des fessées. N'ayons pas peur des mots. Stephanie McMahon qui est une chippie, parce qu'elle veut déshabiller Trish Stratus. Et finalement, il y a William Regal qui intervient. Alors il fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il va tirer l'arbitre quand il y a un tombé de Stephanie sur Trish. Après, il va casser le tombé quand c'est Trish qui fait un tombé sur Steph. Après, il va taper l'arbitre. Après, il va se prendre une claque par Trish Stratus. Et finalement, je crois que c'est Stephanie McMahon qui gagne le match. Et Regal fait son finisher sur Stratus. C'est ça. Ouais, il va même attaquer Stratus finalement. Il va croiser Vince McMahon dans les couloirs, qui est furax. Il lui dit c'est pas possible, qu'est-ce que t'as foutu, t'es vraiment un crétin. Puisque c'est comme ça, il y aura un match tag team mix à Monday Night Raw pour le lendemain. Moi et Trish Stratus contre toi, mon bon vieux Regal, et ma fille Steph. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match féminin d'une autre époque, Papy? Oui, on reviendra plusieurs fois sur les femmes à cette époque-là, notamment sur un autre segment. Effectivement, je trouve que c'est assez représentatif sur ce que sont les femmes à l'époque. Donc, je pense effectivement que, alors je n'ai pas malheureusement l'info, mais je pense que Trish devait débuter à l'époque parce qu'elle était en personnage un peu secondaire. Finalement, elle n'était pas en tant que catcheuse, elle était que là en tant que la fille qui drague Vince. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on essaie de la foutre à poil sous les cris heureux de Jerry Lawler, parce que de toute façon, c'est bien de foutre une fille à poil à la télé, c'est moderne. On voit aussi que Regal, il n'y a aucun souci à frapper une femme. C'est aussi, il n'y a pas de souci à l'époque, ça passe largement. À noter qu'il y avait eu dans les Raw et SmackDown d'avant, notamment des matchs de Lita contre des hommes où elle s'était fait bien tabasser la gueule, notamment contre, comment il s'appelle ça? Ah, le pote de Benoît et Guerrero. Perry Saturn? Non, un autre petit gars cruiserweight. Malenko. Dean Malenko. Dean Malenko. Okay. Qui était soi-disant le fan de Lita et du coup qui l'embrassait de force, qui l'a tapé. Enfin, je me dis c'était vraiment une autre époque, tu vois, ce truc-là. Et puis voilà, donc ce match-là est représentatif de ça. Les filles, elles ont fait un truc à peu près propre, mais aucune des deux était catcheuse, et surtout, enfin, notamment à ce moment-là. Et ouais, en fait, moi, Regal me fait marrer. Alors, les filles, je trouve pas ça terrible, en fait, maintenant, avec surtout la vision 20 ans plus tard, je trouve pas ça terrible. Regal, par contre, me fait marrer parce qu'il y a vraiment la gimmick du crétin qui sait pas ce qu'il doit faire, quoi. Il est vraiment, et je trouve qu'il joue très bien la comédie, Regal, et on s'en rend compte, enfin, je m'en souvenais de l'époque et le fait de le revoir, là, je me rends compte qu'il était vraiment très, très bon dans le comédie wrestling, enfin, et même dans l'attitude, Regal. Ouais, Regal, c'est un monstre, enfin, il aura tout fait, et c'est vrai que c'est drôle quand on le connaît aujourd'hui, qui a vraiment, genre, c'est William Regal, c'est le general manager de NXT, c'est peut-être l'un des plus longs general managers de l'histoire d'une division dans lequel, je ne sais pas, il est indétrônable, respectable, vénérable, c'est le British chic et tout, et alors là, non, vraiment, lui, il s'est bonifié avec l'âge, parce que là, c'est sûr que dans le rôle du couillon qui a l'air un peu de pas trop savoir quoi foutre, il était impeccable. Non, c'est sûr que c'est une autre époque, le match. Sinon, d'ailleurs, bon, pas passé grand chose de marquant. Voilà, c'est vrai que Trish Stratus a fini en string. Bon, voilà. Alors, j'ai pas regardé pour Trish Stratus, mais Stéphanie était hyper jeune, quand même. Elle a 22 ans, je crois. Donc, faut y aller. Les minettes, mine de rien, c'est beauf et tout, mais faut le faire. Aller se bastonner comme ça dans ce type d'ambiance. Mais c'est sûr que bon, c'est pas. Là, pour le coup, c'est pas l'attitude ERA qu'on regrette. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis très bien avec Rhea Ripley ou Sasha Banks ou autre, et ça me dérange pas qu'on ait plus ce genre de segment, mais voilà, ça fait partie du folklore. C'était ça aussi, l'époque. Ouais, en tout cas, ça fonctionnait vachement bien auprès du public. Ah, sûrement. Ouais, et je trouvais que Stephanie McMahon était impeccable. J'étais relativement impressionné par sa performance. Je m'attendais vraiment à un truc dégueulasse, et finalement, c'était. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est que du basique. Mais le timing est bon. Ça joue bien avec le public, ça fonctionne bien. Bon, c'est d'un goût douteux, c'est sûr, mais c'était pas la purge que je pensais. Plutôt non, mais Stéphanie McMahon, à chaque fois qu'elle a été dans le ring, elle a toujours réussi à faire un truc propre finalement. J'ai l'impression qu'elle travaille quand même pas mal quand elle doit mettre les bottes.
Ouais, clairement. Hein. Ça aurait été en plus, vu la stature qu'elle a, je pense que si vraiment ça avait été une catcheuse, avec un vrai entraînement et tout, ça aurait peut-être été une très très grande catcheuse. Hein. Mais bon, tout ça reste anecdotique, hein, c'est sûr, et puis vraiment un peu beauf. Mais chapeau Stephanie McMahon. Et puis voilà, le temps de toute façon changera tout ça, et après on aura la Women's Revolution et tout ira mieux. Mais je pense que c'est quand même bien mieux que ce qu'on pouvait voir à l'époque au niveau des filles. Hein, Mais alors, ouais. Du coup, elle était quand même très très jeune. Il y avait déjà eu le mariage avec Triple H alors, parce qu'elle est présentée comme Stephanie McMahon Levesque. Hein. Oui, c'est ça, sa femme, déjà à l'époque. Ouais. McMahon Hemsley, parce qu'il donne le nom. Hemsley, oui, pardon. Ouais, non, mais je pense qu'ils étaient déjà mariés, ouais. Bon, elle a toujours traîné dans les coulisses et tout depuis très jeune, hein, donc. Ah bah ça. Ça a dû se faire. Voilà, tout ça a été assez rapide. Oui, en plus, il est assez irrésistible à l'époque, Triple H, faut bien le dire. Ah bah on va le voir plus tard, oui. Son gros big nose. Ouais, bah voilà, hein, écoutez, c'était les femmes. Alors, la suite des opérations. Bah, c'est l'heure du gros match entre Triple H et Stone Cold Steve Austin. Exact. Donc un Free Stages of Hell sur une rivalité de longue haleine. Papy, je crois que tu peux nous en dire plus sur cette rivalité. Ouais, alors je vais mettre 2-3 trucs, puis après je te laisserai la main. Effectivement, a priori, selon mes recherches, c'est une rivalité qui date de SummerSlam 99, donc 1 an et demi avant en fait. Où il s'était déjà un peu embrouillé. En fait, la raison pour laquelle ça a duré si longtemps, c'est que Austin a été éloigné des télés pendant quasiment 9 mois, parce qu'en fait, il y avait une opération, je crois, au cou, qui a dû intervenir à l'automne-hiver 99, et qu'ils avaient masqué en disant qu'il s'était fait renverser par une voiture. Et donc après, il y avait qui l'avait renversé, qui était derrière le volant, qui est payé derrière le volant. Je crois que c'était Rikishi qui était derrière le volant, puis on ne sait pas qui l'avait payé, on pensait que c'est le Rock, et au final c'est Triple H. Et donc du coup, bah voilà, donc c'est une rivalité qui était vraiment étalée vraiment dans le temps, et ce qui fait qu'en fait Vince McMahon avait mis une stipulation en disant que avant le match, ils avaient interdiction de se toucher, d'avoir la moindre interaction physique, sans quoi Steve Austin perdait son match pour Mania parce que Austin avait gagné le Rumble. Et Triple H a été suspendu pendant 6 mois. Donc voilà, ils avaient de grosses pressions pour pas se toucher, et ils ne se sont pas touchés après signature du contrat. Juste avant la signature du contrat, Triple H a profité quand même pour le tabasser un peu. Et du coup, dans les semaines d'avant, en fait, ils faisaient tout pour être à 2 doigts, nez contre nez, sans se toucher. Et on a eu notamment un stunner de Steve Austin sur Stephanie McMahon, donc Stephanie Hemsley, et aussi un pedigree de Triple H contre JR, qui était le grand ami de Steve Austin. Donc voilà, donc ça s'est frappé par amis, femmes interposées, mais ça ne s'est pas touché jusqu'à ce match. Ouais, on attaque les amis, on attaque les femmes, on n'a pas le droit de se toucher. Des signatures de contrat, je pense que c'est un peu la rivalité standard de la WWE quand tu veux faire s'affronter tes deux de tes plus grosses stars du roster et avoir une rivalité qui est épique en quelque sorte. Hein. On a vu ça souvent avec par exemple Randy Orton, des choses comme ça, quand ça commence à s'attaquer à la famille ou des choses. Voilà, c'est une rivalité qui sera reprise des années plus tard. Triple H, Stone Cold, effectivement une rivalité qui remonte à bien longtemps, puisque quand Stone Cold Steve Austin avait gagné le King of the Ring, je crois que c'est 96, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, pour partir sur son gros méga push qui va l'amener à être le visage de la WWE pendant la décennie qui suit, il le pique à Triple H en fait. C'est Triple H qui doit gagner le King of the Ring cette année-là. Et malheureusement, Triple H est impliqué dans le scandale du curtain call, comme on appelle. Le lever de rideau. Alors, c'est un scandale interne au catch qui est assez connu. C'est à l'occasion du départ de Kevin Nash et Scott Hall, donc Diesel et Razor Ramon, qui quittent la WWF pour partir à la WCW dans leur dernier match en house show. Alors qu'ils sont tous en rivalité, qu'ils sont censés être les ennemis les uns des autres, ils viennent se serrer dans les bras devant le public.
comme pour se dire au revoir, alors que Vince McMahon avait formellement interdit de faire ce genre de truc. Ça casse le kayfabe. À l'époque, le kayfabe était très protégé, bien plus qu'aujourd'hui. Et ben à l'époque, on pouvait pas punir grand monde puisque Kevin Nash était parti, Scott Hall aussi, Shawn Michaels c'était le champion, donc on n'allait pas punir le champion. Donc c'est Triple H qui a pris la punition et qui est passé pendant un certain temps aux oubliettes. Alors, on lui a marié la fille du patron quand même. Voilà, hein, heureusement qu'il s'est rattrapé. Voilà, et il a trouvé une autre manière. C'est peut-être la punition. C'est peut-être aussi. Bon, t'épouseras ma fille, hein, mon bon Hunter. C'est un peu ce qui s'est passé avec le roi Arthur et avec Guenièvre et tout ça. Ouais, oui, l'histoire se répète. Hein, voilà. En quelque sorte. Et voilà, et là, c'est vraiment l'heure de Triple H qui est en train d'être amené au main event. Il va prendre les commandes de la compagnie, hein, de toute façon, tout doucement. Et tout va se jouer dans cette rivalité-là, qui est un peu la revanche de Triple H sur Stone Cold. C'est un peu le sous-texte de toute cette histoire, c'est ce qui rend ça aussi si intense. Donc, Stone Cold, il a gagné le Royal Rumble, hein, je crois, juste avant. C'est ça, ouais. Il est en route pour WrestleMania. Et donc, on a Free Stages of Hell, donc c'est-à-dire qu'on va enchaîner 3 matchs avec 3 stipus différentes, qui sont plutôt bien trouvés, hein, puisqu'on commence avec un single match, un match simple, hein, c'est un peu logique, qui est gagné par Stone Cold. Après, un match où c'est quand même Stone Cold qui domine un bon moment quand même. Mais bon, c'est un peu evenly matched, comme on dit. Mais Triple H va tenter un move risqué du haut de la 3e corde, un sauté de la 3e corde. Il va se faire piéger par un stunner de Stone Cold. Il ne s'en relèvera pas. 1, 2, 3. On enchaîne sur un match Street Fight. Donc, c'est hardcore. Hein. Tout est permis. Donc, on va sortir les chaises, les kendo sticks, les matraques avec du barbelé, les sledgehammer, cher à Triple H. On va exploser. Je crois que c'est Triple H qui passe à travers la table des commentateurs. On va faire tout ce qu'il est possible de faire. Ça va saigner. Et ça va se terminer sur un gros coup de sledgehammer de Triple H. Et je crois un pédigré sur une chaise pour le gain du 2e match pour Triple H. Et on enchaîne sur la finale, un Steel Cage match. Donc ça va se foutre sur la gueule dans la cage jusqu'à ce qu'on ait une confrontation Sledgehammer contre Baudry. Patte de barbelé. Patte de barbelé. Les deux se percutent la face. Les deux tombent à terre, mais Triple H tombe par-dessus Stone Cold. Et donc l'arbitre va compter 1, 2, 3, et c'est la victoire de Triple H qui bat l'immense Stone Cold. C'est la victoire dont avait besoin Triple H, je pense, pour la suite de sa carrière. 39 minutes 26, 3 matchs. Mon bon Raph, tu as vu en action Triple H au sommet de son art, et Stone Cold. Alors Stone Cold qui est là à l'époque, il est quand même déjà bien abîmé, pas un peu out of shape. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette leçon de catch, presque, j'ai envie de dire? Oui, comme on fait pas mal de va-et-vient avec le monde actuel, hein, de 2021, 20 ans plus tard, je vais couper l'herbe sous le pied à papy. Je vais dire qu'un gagnant du Rumble qui se met dans cet état au pay-per-view d'après, ça fait plaisir, hein. Eh oui. C'est bien fini cette époque-là, hein. Les gagnants du Rumble, maintenant, ils attendent WrestleMania tranquille. Mais bon, non, là, voilà, ça y est, pour moi, on a eu le gros match. Autant le début de show m'a plu, mais sans forcément me transcender. Autant là, il y a eu effectivement une énorme confrontation. En plus, ça saigne et tout. Il pète la gueule avec le barbelé, avec le sledgehammer. La seule petite retenue que j'aurais eue, moi, c'est que... Alors, je comprends scénaristiquement le choix des 3 stipulations, mais n'étant pas un très grand fan du Steel Cage, là où ils doivent essayer de s'échapper, ils sont un peu grimpés sur la cage, et puis finalement... il y a eu le coup classique où Stone Cold il retombe les parties génitales sur la corde, et puis il a très mal. Pour moi, c'était en fait la partie hardcore, comme tu l'as décrite, la partie No Rules, là où je sais plus comment ça s'appelle. Street Fight.
Ouais, Street Fight, c'est la partie Street Fight qui était la plus intéressante, en fait, j'ai trouvé. Et la troisième manche était moins bien. Et d'ailleurs, la fin, je sais pas, je trouve que la fin est peut-être pas à la hauteur du match, effectivement, cette collision où il fait un tombé sans faire trop gaffe. En fait, ils en sortent un peu tous les deux vainqueurs, quoi. D'ailleurs, Triple H ne célèbre même pas, d'ailleurs, parce qu'il se prend un stunner à la fin, mais même, il est tellement out qu'il il sait même pas qu'il a gagné, je crois, au moment de la fin. Mais si, sommet de leur art, je ne sais pas, mais en tout cas, très belle rencontre. Et effectivement, ça fait impressionnant de se dire que Steve Austin, là, il va vers le Rumble, et donc il a un match, il le perd en plus. Et puis là, ils ont tout donné, quoi. Donc grand respect, chapeau, messieurs. Je vous le dis 20 ans après, mais je vous le dis quand même. Ouais, ils ont tout donné dans ce match. Effectivement, Steve Austin qui lâchait pas grand-chose à ses adversaires généralement, qui s'accordent à perdre face à Triple H. Bon, effectivement, il a sa revanche juste derrière, puisque c'est lui qui se relève en premier, et il va placer un stunner sur Austin, sur Triple H pour repartir avec sa musique quand même. Mais bon, ça protège Austin en mettant Triple H en valeur. Papy, toi, t'as été convaincu? Ouais, assez, effectivement, d'abord pour commencer par le finish. Effectivement, je pense que c'était une solution pour booster Triple H tout en protégeant un peu Steve Austin, parce que c'est comme le gars qui sera en main event de Mania. Donc, c'est rare, quoi. Un main eventer de WrestleMania qui perd au pay-per-view d'avant, ça va pas arriver 50 fois. Donc voilà, donc c'est vrai que moi j'étais très surpris. Sincèrement, je me souvenais plus du tout du résultat. Et donc du coup, je me suis dit, bon, ouais, c'est Austin qui a gagné. Il sera à WrestleMania en tant que vainqueur du Rumble, c'est sûr qu'il a gagné. Et j'avais le doute en plus parce que je sais pas, je me disais peut-être qu'il a gagné par 2-0 d'ailleurs, parce qu'ils ont été assez malins de jamais filmer la cage qui était en l'air. Et donc c'est même pas s'il y a une cage en fait. Je me suis dit, si ça se trouve, il va faire 2-0, il y aura pas de cage et c'est terminé, quoi. Et du coup, j'ai plutôt été pris par le suspense. J'ai trouvé ça plutôt bien parce que quand tu filmes une cage dans trois trucs ovales en disant il sera utilisé que s'il y en a besoin, c'est bien qu'ils ont accroché une cage, c'est pas pour pas l'utiliser, quoi. Donc là, ils ont été assez malins pour la cacher, pour la dissimuler. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Et le En même match temps, l'inverse serait pire. Si tu te rends compte qu'il n'y a pas de cage, tu sais que ça. C'est oui, pareil. mais voilà, justement, non, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant. En tout cas, on la voyait pas. Tu vois. Donc je me dis, si ça se trouve, ça peut faire 2-0. Ça se trouve, il n'y a pas de cage. Et donc voilà, donc c'était plutôt bien foutu. Le match est bien. Ouais, c'est du gros main event qui tâche, et ça fait plaisir en fait de voir deux légendes comme ça se foutre sur la gueule dans un match aussi long, quoi. Ouais, ils se sont pas retenus, hein. Clairement, je vois que c'est quand même deux mecs qui sont là pour donner du spectacle, hein. C'est, ils se font saigner. Ouais, c'était un peu l'apogée du catch hardcore aussi à l'époque à la WWE, hein, donc ils n'en vont pas avec le dos de la cuillère quand il faut s'ouvrir le crâne. Il y a encore des coups de chaise sur la tête, hein, à l'époque, hein. Ouais. On n'est pas encore safe Bah oui. comme aujourd'hui, donc c'est encore beaucoup plus impressionnant que qu'ils peuvent faire même quand ils lâchent la bride, hein, à la WWE. Ouais, Stone Cold qui est pas au top de sa forme, mais moi j'aime beaucoup Stone Cold. C'est un excellent brawler, hein. Je trouve que c'est le brawler ultime de la WWE. Il y a vraiment, quand il catch, on a vraiment l'impression qu'il défonce la gueule de son adversaire. Je trouve que c'est Oui. assez inattaquable là-dessus. Et puis Triple H, il est en pleine forme par contre, lui. Et bah c'était du gros spectacle. Moi, c'est le catch que j'aime bien, hein, où tu as vraiment l'impression de voir les deux des mecs les plus balèzes de la Terre s'affronter l'un contre l'autre. Voilà, Stone Cold qui va aller à WrestleMania quand même. Et je crois que c'est un des plus gros cartons de l'histoire, le WrestleMania qui suit. Avec Stone Cold contre The Rock, hein. Grosse affiche, hein. Ils Ouais, font, je crois... Oui, vas-y. c'est le troisième d'affilée, non? Ou c'est le deuxième, là, celui-ci? Mais Oh, Le deuxième. Ouais, ça doit être le deuxième, je sais pas. J'ai pas vérifié. Mais ça, ouais, c'est celui, je pense que The Rock va gagner pour le coup. The Rock qui est, bon, on en reparlera un peu plus tard de la carrière de The Rock. Austin, ouais, voilà, un peu diminué physiquement, mais qui reste, qui se ménage pas, quoi, dans le ring.
On comprend qu'après, il va devoir arrêter sa carrière pour les blessures multiples parce que son corps n'arrive plus à suivre. Et je crois que le pay-per-view, le WrestleMania qui suit, c'est le plus gros score jusqu'à ce qu'il y ait celui avec Donald Trump là, qui avait cartonné aussi. C'est un peu la WWE au sommet de son art. Hein. À l'époque, au Wrestling Observer, il concède que ça fait des mois et des mois que les pay-per-views sont assez excellents à la WWE. Et ce match, c'est un peu à l'image de la WWE à l'époque. Mais on a aussi d'autres trucs à No Way Out. Oui. Pas que les grosses stars. Puisque on va avoir une des gimmicks les plus originales, je dirais presque, de la WWE. Puisqu'on a The Right to Censure, qui est représenté par Steven Richards. Donc c'est un collectif de catcheurs qui est là pour rétablir un petit peu les belles valeurs à la WWE, les valeurs familiales. On retrouve la catcheuse Ivory dans cette équipe. On a Val Venis, l'ancien stripteaseur de la WWF, qui est désormais marche droit. On a le Goodfather, qui était connu avant sous le nom de Godfather, c'est-à-dire le macro de la WWE, qui venait avec ses putes d'habitude. Maintenant, c'est le bon père de famille. On a Butch Buchanan, je crois qu'il s'appelle aussi, qui bosse après avec Cena un petit peu. Il n'a jamais eu une très grosse carrière. Steven Richards, donc, qui était ancien gros espoir de la l'ECW aussi, mais qui aura rien fait de vraiment transcendant derrière. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans cette team ? Je pense pas. Pour moi, tu les as tous. Et à noter qu'Ivory que c'est Stevie Richards le leader, un peu, qui a un sacré physique. Maintenant, je le revois en pleine forme, c'est impressionnant. Et et à noter qu'Ivory est la championne féminine à cette époque-là. C'est vrai. Et ce soir, Steven Richards va affronter Jerry Lawler. Pourquoi ? Pour que The Cat, qui était une catcheuse, on peut appeler ça, une superstar de l'époque, ait le droit de se déshabiller sur scène. Et oui. Parce que, effectivement, elle aime bien se déshabiller, The Cat, en direct à la télé. Mais il y a des gens qui veulent pas, notamment The Right to Censure, qui représente un peu toutes les ligues de vertu familiale qui s'acharnaient sur la WWE à une époque, critiquant à l'époque c'était du cul. Critiquant ça. Voilà, la WWE. Voilà. Alors j'aime pas du tout les ligues de vertu familiale, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, pour se foutre un peu de leur gueule, on crée cette équipe-là, The Right to Censure, avec quelques locardeurs. Et donc, Jerry Lawler, c'est bien Jerry Lawler qui va quitter son poste de commentateur pour défendre les fesses de The Cat et son droit à se balader toute nue. Donc, il y a un match qui s'ensuit qui va durer 5 minutes 32, mais qui est perdu par Jerry Lawler. Est-ce qu'il y a eu des interventions encore ? Il y a eu des interventions de tout le monde. Il n'y a pas eu... The Cat frappe par erreur Jerry Lawler, c'est pour ça qu'il perd d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Je sais plus, il n'y avait pas Molly Holly aussi qui a débarqué ou je sais plus une autre. Non, c'est Ivory, je pense. Du coup. Ouais. Ok. Voilà. À noter, oui. à noter quand même que donc en fait Lawler faisait ce match-là parce qu'il voulait défendre le droit de Cat de se mettre à poil, puisqu'en fait elle se faisait attaquer toutes les semaines Cat parce qu'à chaque fois elle essayait de se foutre à poil et on l'en empêchait. Enfin, tu vois, c'est le niveau de la rivalité. À noter quand même que Lawler est un pervers, mais en plus c'est un drôle de pervers puisqu'il veut voir Cat se foutre à poil et que Cat à l'époque c'est Madame Lawler. Voilà. C'était la belle anecdote. Il se faisait pas chier, Lawler, à l'époque. Il voulait que tout le monde en profite. Voilà, les copains. C'est gentil ça. C'est ma femme. Oui, chef. C'est sympa ce Jerry Lawler. Oui, au final, elle se met pas toute nue. Tout ça, c'est du kayfabe. C'est un work. Donc, écoute, mon bon Raph, qu'est-ce que tu as pensé de cette rivalité d'un autre temps ? Oh, et là, pour le coup, oui, on retrouve encore un aspect de l'attitude era qui passerait pas aujourd'hui et qui mélange
qui mélange un peu, je trouve, le premier match hardcore et puis le match de Stéphanie et Trish Stratus, c'est-à-dire non seulement il y a des gonzesses, ça se tape sur la gueule, et puis bon, c'est dans tous les sens. Hein. Il y a un moment où Jerry Lawler il attrape Ivory là de mémoire par derrière pour que The Cat lui mette une baffe ou enfin c'est je sais plus, j'ai même plus retenu le nom de l'adversaire de Jerry Lawler, mais ce soir-là il aura pas fait grosse impression hein, parce que l'arbitre a beau avoir le dos tourné, tout ce que tu veux, et lui il prend la ceinture, il prend je sais pas quoi, il essaie 2 ou 3 fois, je crois, il fonce sur Jerry Lawler avec un objet et puis Jerry Lawler il se baisse, il évite et puis pof, il lui met une petite baigne. Il est un peu passé pour un con celui-là. Mais ouais, ça, c'est. Puis moi, mais on en reviendra plus tard dans la soirée. J'aime pas trop quand il y a. J'aime les interventions, tout ça, les matchs hardcore me dérangent pas. Mais alors là, je pense que l'arbitre, il a passé la moitié du match à discuter avec Ivory ou je sais pas quoi là. Ça n'en finit. En fait, c'est des interventions qui n'en sont même, enfin, qui servent à rien parce que l'arbitre il a le dos tourné, l'arbitre il regarde plus le match, donc mais ça ne s'en finit jamais en fait. C'est tout le match est une intervention, donc c'est un peu longué quand même. 5 minutes, c'était beaucoup, je trouve. Ouais, Jerry Lawler dans ses œuvres, et puis qui était déjà assez âgé à l'époque, mais il paraît jeune hein, pourtant par rapport à maintenant, ouais. Ouais, forcément. Mais il est pas, il n'en est pas du tout au pic de sa carrière. Vince McMahon ne voulait pas trop le faire catcher parce qu'il avait l'air trop vieux. Là, il a eu droit quand même à ces petits matchs quand même. Sûrement grâce à sa femme, hein, visiblement. Papy, toi, Jerry Lawler Non, mais Jerry Lawler, de toute façon, il fait que de la. Alors, je connais mal sa carrière hors WWE, mais de toute façon, à WWE, il aura fait que du comedy wrestling, de toute façon. Ouais. Donc, mais je crois que de toute façon, même dans sa vraie en carrière, c'était un peu ça aussi. Hein, il battait des nains. Enfin, ça n'a jamais été Enfin, il se battait aussi contre comment il s'appelle, Andy Kaufman. Ouais. Enfin, il a toujours fait borderline comédie catch, Jerry Lawler, j'ai l'impression. Ouais. Il s'est battu aussi avec Jim Carrey hein, sur le tournage de Man on the Moon, justement. Apparemment, Jim Carrey lui tapait dessus pour de vrai. Apparemment, il avait vrillé un câble. Oui, il était allé trop loin dans le personnage. Ouais. Et en fait, pendant les matchs, il lui mettait des vrais coups à Lawler qui était pas trop content, hein, puisque se faire taper dessus, c'est jamais sympa. Il faut regarder Bon, déjà, il faut regarder Man on the Moon, c'est un très bon film. Et il y a un documentaire qui existe, je crois que c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Jim et... comment il s'appelle Andy Kaufman. Ouais, Jim et Andy, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça. Qui raconte le tournage de Man on the Moon avec le pétage de plomb de Jim Carrey. Ouais, je crois que j'en ai entendu parler, alors je l'ai pas vu, mais il me semble que effectivement c'est un truc qu'ils ont sorti super tard parce qu'en fait tu le vois complètement péter un câble, Jim Carrey, et totalement se perdre dans le personnel en fait. Ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a pas mal de passages. C'est assez flippant d'ailleurs, hein, parce que il est allé loin. C'est ça, Andy et Die, peut-être ça s'appelle, je crois, Andy et moi. Et voilà, il fait son mea culpa un peu, Jim Carrey, mais il y a pas mal d'images d'époque, notamment avec Jerry Lawler. Et à un moment donné, Jerry Lawler, il en vire aux mains avec Jim Carrey, il le chope, hein, il lui dit tu te calmes, hein, en une seconde, moi je te casse en deux. Mais voilà, je vous conseille à la fois le film et à la fois le documentaire. Raph, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter que si vous avez écouté le premier épisode de Retro Catch-up, Jerry Lawler, 10 ans plus tard, était avec dans les histoires du Miz et de Michael Cole. Donc, c'est vrai. Voilà. Ouais. Tous les 10 ans, il a une rivalité. Ouais. Non, bah ouais, ce bon vieux Jerry. Ouais, bah grosse carrière à Memphis, hein, surtout à l'époque des territoires. Donc il était, c'était la grosse star d'un territoire, le territoire de Memphis. Il remplissait je sais pas c'était quoi la salle de Memphis à l'époque, mais toutes les semaines quoi. Donc c'était quand même un énorme draw et quand même énormément très populaire au niveau de l'Amérique. Oui. Dans ce coin-là, quoi. Hein. Donc ça, voilà. Quand même Jerry Lawler n'a pas que fait le clown, mais effectivement à la télé, on l'a jamais fait faire que des trucs dans ce genre-là. Hein. Puis il se traîne un peu cette réputation de vieux cochon. C'est un peu leur Gérard Depardieu, quoi. On l'aime bien, mais... Voilà, c'est ça. Bon, il paraît qu'il se passait des trucs bizarres dans sa couronne de temps en temps. Il l'a retrouvé un petit peu maculé de choses dont on ne parlera pas. Mais voilà, c'est ça la vie sur la route. Allez, si on partait sur un autre gros bordel organisé, du catch à 4, mais à 6.
en fait, puisqu'on a les champions, les Dudley Boys, Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, les stars de l'ECW qui font une grosse carrière à la WWE, qui affrontent Edge et Christian. Edge, vous le connaissez, il va aller à WrestleMania, il a gagné le Royal Rumble cette année. Il est de retour. À l'époque, il était tout jeune, il était en équipe avec Christian. Christian, qui est revenu aussi au Royal Rumble, mais qui est à la All Elite Wrestling désormais, bientôt champion. Et la troisième équipe, les troisièmes larrons, c'est les Brothers of Destruction, les frères de la destruction, Kane et l'Undertaker. L'Undertaker en période American Badass, qui, y a une petite interview backstage avec Michael Cole là. Tranquillou, rien de spécial. Il a un costume assez bizarre, quand même, l'Undertaker. Est-ce que tu as un point sur cette rivalité, toi, Papy? Non, pas grand-chose finalement. C'était en fait c'était la grande période de l'arrivée des Dudley Boys qui est arrivée depuis comme une bonne année de mémoire. Et donc du coup, ils faisaient des rivalités pas mal avec Edge, donc le Brother of Destruction et surtout Lardy, qui était pas là mais qui était régulièrement en rivalité. Et ça a notamment mené à deux gros matchs là, le SummerSlam 2000 du coup, celui d'avant, et le WrestleMania d'après où ça sera encore les trois qui vont se refoutre sur la gueule. Donc c'était on va dire la grosse période de rivalité des tag teams là, en mode match à 3, match à échelle, match ci, match TLC. Enfin, c'était les gros matchs assez violents de l'époque. Là, sur la construction de ce match-là en particulier, c'était en gros les Edge et Christian qui essayaient par tous les moyens de se débarrasser du Taker et de Kane qui étaient limite invincibles, quoi, parce que c'était tellement fort qu'ils sont au-dessus de tout, quoi. Ouais, et je crois il y a eu un piège où ils avaient abîmé la moto du. C'est ça, ils avaient tapé la moto de Taker et fait croire que c'était les boys qui avaient fait pour qu'ils s'entretuent, en fait. C'est ça, la preuve de l'intelligence d'Edge et Christian. C'est ça, l'opportuniste à ses débuts. Ouais, et donc c'est un table match, hein, cette fois-ci. Effectivement, hein, on est dans la série des gros matchs entre le trio Edge et Christian, Dudley Boys et les Hardy. Bon, là, il y a l'incruste de Kane et de l'Undertaker. Donc, un gros match de 12 minutes 4 où on va exploser des chaises, hein, des tables plutôt. En veux-tu, en voilà. Donc, c'est un peu les Brothers of Destruction qui dominent quand même, hein, un coup de choc slam et de choses comme ça. Mais ils vont être attaqués pour le grand plaisir de Raphaël par une équipe sortie de nulle part, Rikishi, donc le père des Usos, hein, qui a une belle petite carrière à la WWE, d'abord dans les Head Shrinkers sous le nom de Fatou, puis après il avait été repackagé en Rikishi, le petit sumo, quand même bien vat ça. Et il est accompagné de rien de moins que Haku. Alors là j'étais sur le cul, sur le coup, on va dire plutôt. Haku Ming à la WCW, un vétéran, le père des Gods, donc des Guerrillas of Destiny, hein, les catcheurs tag team de la New Japan Pro Wrestling, de Tangaloa Tamatonga. C'est aussi le père de Ikuleo, pour ceux qui connaissent un peu, pour les suiveurs de la New Japan Pro Wrestling. Alors, c'est pas ses fils, c'est des fils adoptifs. Hein. Je pense qu'il adopte des jeunes pour en faire des catcheurs, si j'ai bien compris. Ce bon vieux Haku, donc un vétéran là, qui débarque avec Rikishi. Et ben, ils vont tabasser les Brothers of Destruction, qui vont aller les poursuivre un peu jusque sous le titre en tronc dans les vestiaires. Hein. Ils vont quitter le match pour faire la bagarre. Et ça va permettre aux Dudley Boys de remporter le match en faisant leur finish sur Edge et Christian. Et donc gros match de bourrin. Alors voilà, Haku et Rikishi. Mon bourrin. Mais là pour le coup, j'ai vraiment bien kiffé ce match parce que je trouve qu'il a hyper bien fonctionné avec le public. Ça partait dans tous les sens et puis c'est vrai que là, il y a plus de 20 ans, je m'identifie pas à tout le monde, mais là, je connais tout le monde. Enfin voilà, les Dudley Boys, et Jet Christian, bien sûr, et puis l'Undertaker. Alors je pense que j'aurais pas été un très grand fan de l'Undertaker époque motard, parce que c'est quand même Undertaker, c'est quand même le mort vivant, quoi. Et mais bon, voilà, là c'était. Alors c'est une style plus compliquée, hein, parce que c'est le premier qui pète une table qui gagne, donc ça aurait pu finir bien plus vite. D'ailleurs, il y a un segment bizarre juste avant la fin où les Dudley Boys ils envoient Edge sur une table dans le coin, mais elle pète pas.
Et je sais pas si c'était un botch ou pas, puisqu'après ils font leur finisher, mais le public est un peu déçu. Hein. Il y a une seconde là où c'est un peu bouh, elle a pas pété la table. Mais les Dudley Boys, j'aime beaucoup. Ils ont un truc avec le public à l'époque, enfin dans le gros de leur carrière là, ils avaient le gimmick quoi. Il y a eu la petite session évidemment avec le WADA et puis voilà Get the Table, ça marche à fond. Enfin, c'était leur stipu, donc c'était à peu près sûr qu'ils allaient gagner. Mais là, c'est un moment, je trouve, très réussi du pay-per-view. Après, c'est vrai que je me suis dit, tiens, pour le moment, à part le 3 Stage of Hell, il n'y a pas eu un match sans intervention. C'est la grande époque de l'Attitude Era. C'était sûrement une histoire de feud. Peut-être qu'il y a eu un match après avec Rikishi contre les Brothers of Destruction, mais j'aurais presque bien aimé voir ce match-là se finir normalement parce que ça avait le potentiel. Mais sinon, je trouve que c'était une belle performance. Et puis Edge et Christian, ils faisaient vraiment gamin. Hein, là, petit tout dans la cour des grands. Ouais, je crois ils étaient intégrés à un clan de l'Undertaker au tout début, et puis après, ils ont volé de leurs propres ailes en tag team pendant un bon moment, mais effectivement, ils sont tout jeunes encore à l'époque. Papy, toi, ça t'a plu Ouais, c'est jeune et fringant, c'est plutôt plaisant comme match. Effectivement, c'est fou de voir à quel point les Dudley Boys sont ultra populaires à l'époque et c'est leur domaine en plus le match à table, c'est ultra à l'aise. En fait, tout le match tourne autour de comment ils vont faire pour finir le match sans que le Taker et Kane gagnent parce qu'ils sont tellement au-dessus pendant tout le match que voilà, il fallait bien l'intervention de Higishiyaku pour les sortir du match finalement et du coup qui se finissent à peu près normalement avec les Dudley Boys et Edge. En l'occurrence, je crois que c'est lui qui passera à la table. Donc voilà, c'est plutôt bien fait, plutôt enlevé. C'est vrai que c'est, comme je disais, Raph, il y a de l'intervention de partout. C'est l'overbooking il y a l'époque. De toute façon, je pense qu'ils peuvent pas faire un segment ou un match qui se termine normalement. Donc il y a forcément soit de l'extra-violence, soit de l'intervention, soit de la provoque. Enfin, voilà, il y a rien qui ne se passe normalement de toute façon dans ce pay-per-view. Et donc, en l'occurrence, ce match-là ne fait pas exception. C'est vrai. L'Undertaker qui débarque en Harley, hein, Davidson. Il a un costume quand même bizarre, non? Vous avez pas trouvé, noir et rouge là? Ouais, puis Avec il est pas. Il est pas affûté, hein. On n'est plus trop habitué, je pense. Les deux, ils font un peu gros, hein, les deux. Et puis le Taker, il est pas tout en noir, donc il est il est mi rouquin, mi brun. Enfin, il a Ouais. pas la meilleure coupe de cheveux de sa carrière. Est-ce que je suis repousse à cette époque-là? Est-ce qu'il est pas en train de revenir je sais plus quand est-ce qu'il redevient le Taker. Ouais, pas tout de suite, mais Pas tout de suite, hein. quelques années plus tard, parce que je crois que ça doit être vers 2005. Quelque chose D'accord, comme ok. ça. Je l'ai plus. Euh, Mais avec la musique à fond de Limp Bizkit et puis roule ma poule quand on va parler. C'est vrai, Kane qui était voilà, quand même un beau bébé et en pleine possession de ses moyens aussi à l'époque. Hall of Famer maintenant. Hall of Famer, ce bon vieux Kane, cette année. Voilà, hein, les Dudley Boys, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y en a un, Devon, il est à la WWE toujours en tant que dans les coulisses, hein, en tant qu'agent, et Bubba Ray, il est à la Ring of Honor. Il book un peu la Ring of Honor. Et t'es pas repassé vite fait à la TNA ou un truc comme ça? Il a eu une carrière aussi à la TNA pendant un bon moment aussi, un peu Barry Dudley, mais là actuellement il n'y est pas. Hein. Je crois qu'il est à la Ring of Honor. Ils sont Hall of Famer eux, ou pas encore? Je me souviens plus. Si, ils le sont, ouais. Ouais, c'est une des plus grosses je me souviens de leur discours. Ouais, c'est une des plus grosses équipes de tous les temps, hein, les Dudley, Ah, quand même, mine de rien. Grosse carrière au Japon aussi, voilà. Ils ont un peu réussi tout ce qu'ils voulaient. Leur fin de carrière à la WWE était pas exceptionnel, mais ils ont un peu du mal à faire des fins de carrière à la WWE. Alors, ils ont fait la transition. Triste. Je me demande s'ils font pas un qu'on s'appelle leur dernier match en pré-show ou une connerie comme ça. Enfin, je sais que c'est vraiment pas glorieux quoi leur fin de carrière aux Dudley Boys. De mémoire, ils font une sorte de discours d'adieu et ils font un peu la transition avec. D'ailleurs, ils sont partis depuis, mais Gallows et Anderson qui viennent les tabasser, je crois. Ah oui, c'est peut-être ça. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. C'est des trucs qui servent à rien, quoi, parce qu'au final, les mecs s'en vont. C'est dommage parce qu'il y avait quand même de belles choses à faire. Moi, j'aime beaucoup Bubba Ray Dudley
qui est un sacré showman. Ah oui. Voilà. Bon, c'était un joli match tag team, encore une fois. Je trouve que le Taker, il est quand même au-dessus de tout le monde. Hein. Au niveau du catch, il est plus percutant, plus réaliste, même s'il est un peu out of shape là. Et ses moves sont ultra puissants par rapport à ce qu'il fera plus tard, je trouve. Ouais. Comment s'appelle ça, Last Ride, il te soulève les mecs à 4 mètres du sol, quoi. C'est impressionnant. Et c'est pareil pour le chokeslam de Kane. J'ai trouvé, on les a vus notamment dans les matchs juste avant le pay-per-view, je crois. Ouais, il les soulève à 4 mètres. Il les soulève à 4 mètres, les mecs. C'est impressionnant, quoi. Ah bah c'est pas devenu les stars que c'est pour rien non plus, hein, les deux là. Hein. C'est parce que c'était des monstres physiques et ils étaient spectaculaires dans le ring quand même. Voilà, on a connu nous ces dernières années vraiment les mecs sur la pente descendante avec l'âge et tout, mais voilà, à l'époque là, même s'ils ont déjà, enfin, l'Undertaker a déjà plusieurs années derrière lui. Kane, il est encore jeune à l'époque. Ouais, mais bon, après là, ils avaient des petits gabarits aussi avec Edge et Christian, ça volait facilement. Mais ouais, il y a des chokeslam où il s'arrête une seconde de suspension là dans l'air en le tenant par l'autre main du dessous et boum, ça c'est beau. Ouais, c'est beau, ça c'est beau. C'est beau. Voilà, les gros masters de la WWE. C'est l'heure du main event. Allez. Mais oui. On y arrive doucement. Alors, grosse affiche. Kurt Angle, le champion, contre The Rock. Peut-être que Papy, tu peux nous en dire plus sur ce règne de Kurt Angle et comment il a gagné la ceinture. Ouais, alors vraiment très vite fait. En fait, c'est un règne qui a débuté à No Mercy 2000, donc l'automne 2000. Je crois d'ailleurs en battant le Rock, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Et puis, en fait, il y a eu plusieurs défenses de titres, notamment contre Austin avec l'intention de Triple H, et puis l'inverse. Enfin bref, il y a eu des défenses de titres un peu escamotées avec toutes les rivalités, les fameuses interventions qu'on a un peu partout, qui ont permis à Angle de garder le titre plus longtemps. Et en fait, le Rock a gagné sa place de number one contender en battant le Big Show quelques semaines avant ce pay-per-view. Voilà. Donc, il faisait des balles promos à base de TikTok qui m'ont rappelé que 20 ans plus tard, un autre catcheur actuellement à la NXT. Ouais. Et je crois que la promo qui fait The Rock en disant à Kurt Angle, tes jours sont comptés, l'horloge est en train de tourner, c'est la même promo qu'il a fait à CM Punk quand il est revenu des années plus tard. Après son passage à Hollywood, en lui disant tes jours de bonheur sont comptés, mon bon CM Punk. Kurt Angle qui démarre un petit peu la WWE, il a encore des cheveux, il tient parfaitement en main son personnage de champion olympique détesté des foules. Il a intelligemment joué la carte du contraste par rapport à Austin ou The Rock en jouant le bon américain qui boit du lait, etc. Qui fait la morale à tout le monde. Et du coup, c'est un heel détesté par le public, hein, tout simplement, mais capable d'énormes performances. The Rock, lui, il est à 2 doigts de partir pour Hollywood, puisqu'il y a le film La Momie 2, où il incarne le roi Scorpion dedans, qui va sortir en mai, je crois, de la même année, si je dis pas de bêtises. Et après, le roi Scorpion, le film, et puis après, toute cette carrière à Hollywood de folie. Il vient un peu ces dernières heures là à la WWE. Mais en tout cas, il est bien parti pour aller à WrestleMania. Son dernier obstacle, c'est Kurt Angle. Gros match de 16 minutes 53 qui va avoir droit, évidemment, à son intervention. Puisque, au grand plaisir de Raphaël, toujours, c'est le Big Show qui débarque, toujours pas content de sa victoire en début de show. Et il vient foutre un chokeslam sur les deux, sur Angle, sur The Rock. Et sur l'arbitre. Et sur l'arbitre, voilà, à tout le monde. C'est parti, mon kiki. Il s'en va, il a mis les points sur les i à tout le monde. Ça permettra ni à The Rock ni à Kurt Angle de gagner le match. On va continuer à se fighter. Ils vont sortir tout leur arsenal, hein, l'un comme l'autre. Et finalement, c'est The Rock qui va s'imposer. Un People Elbow ne suffira pas à mettre Kurt Angle au tapis. Il va falloir un rock bottom, mais pas seulement, il va falloir 2 rock bottom pour écharper Kurt Angle, qui se relève quand même à 3,25 à peu près hein, du premier rock bottom. Ouais. Ça, c'était un peu bizarre.
Mais non, mais c'est bien The Rock qui l'emporte. Grosse confrontation. Papy, qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais peut-être surprendre, on verra ce que tu en penses. Mais moi, j'étais un peu déçu par ce match-là, en fait. Je m'attendais vraiment à un gros, surtout en plus en ayant vu le Triple H Austin avant, je m'étais dit, en plus, Kurt Angle, c'est un catcheur que j'aime vraiment beaucoup. Je me dis, oh là, ils vont nous envoyer du gros pâté, là, ils vont lâcher les coups. Et en fait, c'était tellement overbooké que du coup, j'ai jamais senti le rythme se lancer. J'étais étonné quand tu m'as donné la durée du match à 16 minutes. Moi, j'ai l'impression que c'était bien plus court. Après, c'est parce qu'ils ont passé, il y a eu des interventions, il y a eu ci, il y a eu ça, qui passaient un bout de temps par terre. Ce qui fait que, en fait, j'ai trouvé qu'il n'y a pas trop de construction, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu un peu de début de match, pas grand-chose. Hop, l'intervention du Big Show, puis après, enchaînement de finisher jusqu'à la fin. C'était moyen. Puis en plus, j'ai trouvé que alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, je me souviens plus. Mais j'ai trouvé pas ça. Enfin, Earl Hebner, là, je crois que c'est lui l'arbitre. C'était une cata. Effectivement, il y a un moment, il y a eu un tombé à 3-25 où Kurt Angle relève le bras après. Il y a un autre tombé justement sur le finish où tu sais pas pourquoi il arrête le tombé en plein milieu. Il dit non, non, il n'y a pas tombé. Et du coup, obligeant le Rock à refaire le finisher derrière. Tu sais pas pourquoi, parce que l'autre, il n'est pas bougé, Kurt Angle. Donc, j'ai pas compris. J'ai l'impression que c'était un. Je sais pas. Alors, peut-être parce que Kurt Angle était assez nouveau, donc il n'avait pas encore tous les bons réflexes. Je ne saurais pas dire. Mais j'ai moyennement apprécié enfin, pas trop apprécié ce match-là, tu vois, par rapport au Austin Triple H qui m'avait beaucoup plu. Celui-là, par contre, bof. Voilà, ouais, je me disais, il manque quelque chose là. Il manque du catch. Oh. Ouais, un avis tranché. Ouais, effectivement, le finish, on reste perplexe. Hein. Je sais pas s'ils l'ont fait effectivement pour protéger Kurt Angle en disant qu'il faut 2 rock bottom quand même pour le mettre à plat, ou c'est juste qu'ils ont un peu merdouillé sur la fin et qu'ils ont enchaîné pour pas passer pour des nazes. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, mon bon Raph? Ouais, je suis assez d'accord hein, sur la physionomie. Moi, j'aurais bien aimé après tout ça. J'aurais bien aimé un main event clean. Et c'est vrai que l'intervention du Big Show m'a bien fait chier. D'autant plus qu'il est arrivé, mais alors j'ai été surpris. Dans un silence, on a eu la musique du Big Show qu'on connaît là. Hey, it's a Big Show. Et personne disait rien. Je me suis dit, mais les gens ont vu qu'il arrivait ou personne dit rien. Il attrape les 3 mecs, il fout des chokeslam, il repart. Bon, il y a même pas eu de huée vraiment. Enfin voilà, bon, Big Show. C'est la 14e intervention du show, donc au bout d'un moment, les mecs ils sont blasés. Hein. Et après, moi, vous connaissez peut-être mon opinion sur le sujet, mais je ne suis pas contre les ref bumps, mais pour moi, il faut que ça aille vite. Et je déteste quand on scénarise comme ça une incompétence généralisée, parce que ce qui se passe, c'est que donc l'arbitre prend un chokeslam, vous avez 2 arbitres qui débarquent, et les 2 arbitres qui débarquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent le 3e arbitre blessé en coulisses, donc il n'y a plus personne qui arbitre en fait. Il y en a un qui se met à un moment donné à monter sur ring parce qu'il voit qu'il y a une tentative de tomber, il fait finalement ça fait near fall, il repart aider son pote, et puis finalement il revient, il se dit tiens, ça serait bien qu'il y ait un vrai arbitre. Moi, c'est le genre de truc qui me sort un peu du match, ça, parce que niveau crédibilité, je trouve j'ai du mal. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Je sais plus s'il y a eu des low blows ou quoi, mais ça c'est un peu tapé. Il y a pas eu un coup de ceinture ou je sais plus ce qui se passe. Peut-être, je sais plus. C'était overbooké dans tous les sens. Voilà. Je crois qu'ils ont enlevé le coin de la. Ah oui, c'est ça. Les protections, hein, parce qu'il me semble que Kurt Angle se mange le coin du ring sans protection. T'as raison, mais ça m'a fait penser d'ailleurs à quelque chose. En fait, je me suis demandé tiens, mais c'est interdit d'enlever les protections du coin du ring ou pas en fait, parce que Kurt Angle les enlève à la vue de l'arbitre. L'arbitre lui dit non, non, non. Et puis en fait, il y a aucune sanction ni rien. Donc j'ai vraiment eu du mal avec l'arbitre. Effectivement, le final est raté pour moi, c'est-à-dire qu'au moment où il y a le rock bottom et le tombé, il y a le public est dans une effervescence de joie et en fait ça botche. Donc il y a une sorte de il y a des huées qui viennent et puis quand ils le refont derrière, en fait c'est trop tard quoi. On sait déjà, ils ont raté en fait le climax. Donc je trouve que le match est pas si réussi que ça. Après, c'est sûr, tu l'as décrit, mais The Rock c'est quand même un personnage incroyable quoi, dans le charisme, dans l'acting, et puis voilà. En plus le regarder 20 ans après en sachant que c'est devenu le plus gros salaire du cinéma au monde, je crois. Donc c'est quand même assez incroyable.
Et là, voilà, il était encore jeuneau, il avait encore des cheveux, même si la calvitie débutait. Il était beaucoup moins costaud d'ailleurs. Hein. Il était encore, il était pas aussi stéroïdé que maintenant, mais ouais, moi je trouve que pour moi le gros match du show reste le match du milieu, quoi. Stone Cold. Ben ouais, c'est sûr que le match est pas parfait. Moi, je serais quand même moins sévère que vous. Hein. J'ai vraiment dans tout le déroulé, j'ai trouvé ça plutôt impeccable. Ouais, alors il y a peut-être des petits problèmes d'arbitrage avec Earl Hebner qui était plus tout jeune non plus. Il y a ce botch final qui entache un peu tout ça. Mais sinon, je trouve que c'est assez impeccable dans le déroulé. Il y a le public est quand même un fond dedans. Les deux sont hyper populaires. Il y a une ambiance de feu. C'est vrai que le Big Show, c'est là que tu vois qu'il est quand même un cran en dessous de tout cela. Hein. Son arrivée, elle est un peu. Ouais, niveau popularité, oui. Il est très très gros à l'époque, le Big Show d'ailleurs. Je pense que le gros défaut du match, c'est d'être moins bon que le Free Stages of Hell de milieu de carte, qui était quand même impeccable, lui, du début à la fin. Mais moi, je trouve moins sévère que vous. Je trouve que c'était quand même un bon main event. J'aime beaucoup les deux catcheurs. Hein. Kurt Angle, c'est aussi un de mes catcheurs favoris. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, il était encore. Ça fait pas longtemps qu'il était là hein, pour arriver dans un main event. Il a été champion assez rapidement. Effectivement, il avait peut-être pas encore toute la maîtrise hein, qu'il a eue par la suite. Hein, mais du coup, toi, tu as été, Raph, quand même impressionné de voir Kurt Angle un peu. Parce que toi, tu l'as connu quasiment que dans sa version retraité, pété de partout, là, où il peut plus tourner la tête. Oui, il pouvait plus plier les genoux. Ah bah oui, c'est voilà. autre chose quand même. Si, c'est un bel athlète. Après, ce que je me suis demandé aussi, mais là, j'avais pas l'ambiance pour m'en rendre compte, c'est est-ce que ce main event n'était pas prévisible à l'époque, hein, avec Stone Cold qui gagne le Rumble et puis le Rock qui est en mode superstar, c'est WrestleMania, il faut pas le louper. Je serais curieux de savoir si c'était pas un peu trop attendu cette victoire de The Rock, mais si, je suis quand même content d'avoir vu catcher en pleine forme les deux hommes. Angle qui a l'intelligence de pleurer à la fin du match. Ça aussi, Oui, c'est pas quelque chose humilié, que. Ouais. Ah ben oui, à la fin ils sont. Oui. Ah oui, à la fin ils sont. Le gagnant il est content et le perdant il est triste quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc que ferait Austin ou Triple H ou The Rock de chialer comme ça en sortant du truc. Ça, il y a que Kurt Angle qui a l'idée de faire un truc comme ça. Ah bah, ça aurait été la force de Kurt Angle, ça aurait été d'aller à fond et de pas finalement pas protéger son personnage quoi. Il aurait été donc quand il fallait être débile, il aurait été débile à fond. Il aurait été full retard comme on dit. Voilà. Il aura pleuré quand il faut pleurer. Enfin, il a tout fait de toute façon. Et effectivement, je pense que c'est pour ça que même pour un gars qui est venu assez tard dans le monde pro du catch, bah, il s'est vite imposé comme une légende finalement. Ouais. Parce que sa carrière est quand même assez brève. Hein. Je crois que ça dure 5 ans à peu près à la WWE. Parce que Là, dès ça... 2000, après, il est assez rapidement à la TNA, quoi. Ouais. Et il il maîtrise parfaitement le business. Hein. Enfin, même dans le ring, hein, c'est un des meilleurs catcheurs au monde, alors qu'il n'a pas dû avoir une formation très longue hein, non plus. Hein. Mais ouais. Non, bah, chapeau Kurt Angle. Voilà. Bon, c'est vrai que le final et l'intervention du Big Show, ça... Puis Earl Hebner qui était peut-être pas au top, hein, je pense aussi à l'époque. Il a l'air bien rouillé, l'arbitre. S'il vire le passage de l'arbitre et nous refoute un peu plus de prise sympathique entre eux deux, je pense que j'aurais relevé mon intérêt pour ce match-là. Mais là, c'est vrai qu'en plus, comme le dit Raphaël, ça a pris 3 plombes à l'évacuer, tout ça, c'était un peu, un peu relou, quoi. Bon, je pense que ça doit se retrouver du The Rock Kurt Angle plus tard. Oui, il y aura d'autres confrontations plus sympas, je pense. Ça. Bah voilà, on a fait le tour de ce No Way Out 2001. Donc, ça va être terminé de ce rétro catch-up. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des tops et des flops et des notes? Parce que je crois que la première édition, on l'a pas faite. Est-ce que ça vous chauffe? On peut tenter, ouais. Allez, bah, Raph, un top, un flop, une note? Moi, j'ai rien préparé. Hein, je vous moi non plus. Ah bah top et flop ça va être assez facile. Hein. Le top en plus tu me laisses passer en premier donc c'est fort aimable. Je pense que je vais vous piquer tous vos trucs. Moi je donne le top au 3 Stage of Hell et surtout la partie hardcore, là, la partie Street Fight où c'était bien sympathique et puis voilà, eux ils se sont donnés.
il y aurait pu y avoir plusieurs flops, mais je vais quand même le donner. C'est facile en 2021 de dire ça, mais voilà, au match féminin et au cul nu de Trish Stratus, et puis ce côté voilà qui sera la plus one bitch de la soirée. Voilà. Donc ça, c'était pas ouf. Puis en plus, on a vu le résumé des Raw précédents, hein, où vraiment avec Vince, c'était un peu les trucs glauques où il faisait des angles de caméra où ça suggestif, en mode on est très amis, on est très bons amis. Bon, voilà, j'imagine que Vince, ça, voilà, t'es patron d'une fédération de catch, voilà, c'est toi qui scénarise, et bah tu dis, tiens, hein, on va pas se faire chier, on va dire que je me tape une petite blonde magnifique et ça fera pas de mal à mon ego. Et donc, mais ça, bon, c'est vrai, c'était un peu vu aujourd'hui, ça n'a, Ouais, je sais pas, oui. je sais pas si ça marcherait de nos jours, toute cette histoire de mettre Non, je pense pas, non, Daniel bizarrement. Ortiz Non, je pense pas, mais le truc c'est que voilà, c'est-à-dire que ça a vieilli et puis c'est même plus, ça nous touche plus, je pense, c'est même plus intéressant parce qu'il y a des trucs tu dis bon ça vieillit, mais c'est rigolo, enfin c'est, et là ça fait plus trop rire. Et qu'est-ce que je vais dire? Je dirais entre 2,75 et 3, on peut dire 3, je dirais, parce que c'est quand même rigolo de voir la vieille époque. Il y a eu des bons matchs, donc surtout le match de Jericho, le match des Tables, et puis le match de Triple H, mais il y a quand même des trucs qui voilà font partie de l'histoire. Pour moi, il y a quand même trop d'interventions. Je sais pas si, en fait, je me posais la question et à laquelle j'aurais jamais la réponse. Et si j'avais découvert le catch à ce moment-là, si j'étais tombé par hasard, comme je suis tombé par hasard sur le catch en 2008, est-ce que j'aurais accroché ou est-ce que ça aurait pas été trop pour le coup? Trop too much, trop d'interventions, trop d'arbitres qui prennent sur la gueule, trop de femmes à poil, trop de machin, trop de. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais aimé l'attitude des reins en direct live, mais voilà, ça c'était comment dire, c'est la saveur du rétro catch-up, c'est qu'on s'en fout, hein, on regarde ça maintenant et puis on voit ça et puis c'est vintage. C'est vrai. C'est une bonne question hein, quand même de savoir si ce type de catch. C'est parce que les gens sont souvent nostalgiques de cette attitude des reins, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait vu en France cette période-là, parce que c'était pas vraiment diffusé. Ouais, c'était le moment où ils avaient coupé un peu les diffusions, donc C'est ça, hein, les gens, la génération NTA, c'est après, hein, c'est Bah, 2005, 2006, ou peut-être un peu plus tôt, 2003. Voilà, il y a déjà Brock Lesnar qui est là, c'est plus John Cena. Et oui, effectivement, c'est ça. ce qui est proposé à l'écran, c'est beaucoup plus soft que ce qu'il y avait à l'époque. Et il y a moins d'interventions, il y a moins de trucs. Ouais, je suis pas sûr que ça refonctionnerait comme ça fonctionnait à l'époque. non, puis je pense qu'il y a, dans ces cas-là, il y a toujours ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est-à-dire que je pense qu'on se souvient des main events et quand tu dis Attitude Era, bah, tu vois Stone Cold et Triple H, quoi, Stone Cold et The Rock, et puis tu vois tous les trucs avec Vince McMahon qui est aspergé de bière et tous ces moments qu'on a vus 20 fois maintenant, même aujourd'hui, et tu dis c'était cool, mais voilà, t'as pas, on se souvient plus des heures de weekly avec des trucs glauques. C'est aussi l'époque où c'est ça, hein, c'est l'époque où Marc Henry couche avec Mae Young et les trucs Ouais, dégueulasses, voilà. et puis c'est un peu comme si on disait tiens 2012 c'était voilà l'époque CM Punk, Daniel Bryan, c'était trop bien, c'était bien, mais c'est sûrement que si on regarde un peu c'était l'époque aussi de Santino Marella ou du Great Khali ou des conneries comme ça. Enfin, toute époque a eu son lot de low card et de segments gênants. Ouais. Une pensée pour Retribution. Aïe, aïe, aïe. Bon papy, qu'est-ce que tu... Ouais, bah, en fait, je suis content parce que Raphaël a cru qu'il allait me piquer mon flop avec son match, mais moi, en fait, c'était le match de Lawler qui était affreux. Le match Lawler contre Stevie Richards, c'était mauvais comme la peste. En plus, la stipulation était affreuse. Bah, là, c'était merci Raph de me l'avoir laissé ce flop. Ouais, c'était notre je, possibilité. Ouais. je suis bien content que tu me l'aies laissé. Et le top, par contre, effectivement, là, je ne peux faire autrement que je ne peux pas passer à côté du Austin Triple H qui est un match parfait pour moi, hein. C'était en plus, voilà, j'étais surpris du résultat. Alors là, j'ai eu la totale, donc nickel, rien à dire là-dessus. Ma note, du coup, je suis un peu embêté parce que, comme j'ai dit, je suis un poil déçu du main event qui me laisse un poil sur un arrière-goût un poil mauvais. Alors qu'au final, bah, je l'ai regardé, c'est plutôt plaisant, hormis effectivement le match avec Lawler. Tout le reste est quand même assez plaisant, donc je vais quand même donner un solide 3.
Voilà, à un 3 avec un petit regret comme de ne pas avoir eu un match final plus propre, sinon j'aurais pu monter encore plus haut. Ouais, allez, la déception du main event, un peu trop d'espoir dans ce main event. Quand même... Peut-être. Est-ce que du coup, si vous avez des souvenirs, est-ce que tout ça nous a mené à un Kurt Angle Big Show à WrestleMania, peut-être, ou un truc comme ça? Ou cette Non, intervention était vraiment... le Big Show était dans le match hardcore. Ouais. Kurt Angle, je sais plus ce qu'il fait à WrestleMania en fait. J'ai un trou. Parce que vais... Triple H va aller sur le Taker. Rock il y a un Angle. énorme match entre Triple H et le Taker. Ah bah, Kurt Angle, pardon, il affronte Chris Benoit. Ah, Ok. Donc ça doit être un excellent match. Qu'est-ce qu'on a dans ce... On a Chris Jericho. il y a comment elle s'appelle? Shayna contre Ivory, justement. Ouais. Parce qu'en fait, Edge... le Right to Censor avait attaqué Shayna au début, justement, par rapport à la personnalité de Shayna, on va dire. Ouais, c'est un vrai Et encore, elle n'avait pas tout fait. Elle n'avait pas encore tout fait. Ouais, Eddie Guerrero contre Test. Le match des morts stéroïdés. Ah, j'ai oublié de mentionner que Taz venait aux commentaires pour remplacer Jerry Lawler. Oui. Bon, c'était sympa. Il sera à WrestleMania aussi, Taz, avec Bradshaw et Farouk. Ils affronteront The Right to Censure dans un match complètement oubliable, je pense. Chris Jericho contre William Regal, ça j'ai déjà dit. Justin Credible et X-Pac affrontent Grandmaster Sexy et Steve Blackman. Ça, c'est de la grosse daube. Ça, ouais, ça c'était le Dark Match, pardon. Et puis t'as le match des tag teams. Et il y a le match des tag teams, effectivement. Donc ça, on en avait parlé. Jay Christian, Dudley Boys, Hardy Boys. Ouais, c'est un WrestleMania qui est resté dans l'histoire, hein, celui-là. C'est gros. Je crois effectivement qu'il était très bon celui-là de mémoire. Ouais. Moi, je me souviens du Undertaker Triple H, j'avais beaucoup aimé. Très, très impressionnant. Spoiler, le Taker gagne. Ouais, il me semble. Je suis pas sûr à 100%. Bah, mais... à l'époque, oui. Ouais. Il y a Shane McMahon contre Mr. McMahon aussi. Ah oui, bah oui. C'est là. Ouais, on est au sein de la. Oui, parce que Shane vient de racheter la WCW. Il y en a un Au des nez à la deux barre qui de est son en fling. papa. Ouais, d'accord, il n'y a personne de la WCW dans ce WrestleMania pour l'instant. Voilà, ça nous mène à tout ça. Je vais quand même donner mon top, mon flop et ma note. Bien sûr. Vas-y, oui. Alors, le flop, il va aller à Test, qui malheureusement, on lui a donné le truc qui devait être cool à l'époque, d'insulter les femmes, mais qui maintenant, avec le recul, ça fait un peu tâche. Faire un duplex quand même, juste pour qu'ils disent c'est qui va gagner entre ces deux grosses pétasses. Bravo. Le top, ouais, je vais le donner aussi au Free Stages of Hell, qui était, je crois, un match un classique des classiques. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de stipule, hein. Ça serait bien en 2021 qu'on ait un petit truc comme ça là. C'est ça. Alors le truc du Free Stages of Hell, c'est que tu dis forcément il va y avoir 3 matchs. Donc ça. Mais c'était un Street Stages ou c'était un Toe Free Fall? J'ai un doute maintenant. Non, c'était un Free Stages of Hell. D'accord, ok. C'est moi qui. Donc, de toute façon, tu es obligé d'avoir 3 matchs dans ce truc comme ça. Mais bon. Ouais, ce serait super d'avoir un truc comme ça de nos jours. Allez, Roman Reigns, il pourrait là. Il aurait pu avec Kevin Owens. Clairement, ouais. Il pourrait, ou Sheamus McIntyre, c'est pareil, c'est le même niveau, quoi. Enfin, pas le même niveau, mais la même haine et le même physique qui se foutent, qui peuvent y aller très loin, quoi. Ouais, il y a plein de gars. Hein. Ouais, même Rollins, il pourrait être dans des affiches comme ça, je trouve. Ouais, ou un Drogula contre Ricochet. Ouais, alors, super ça. Voilà. J'allais dire Biggie contre Apollo Crews, mais effectivement, Ricochet Gulak. Ouais. Prestiges of Hell. J'achète tout de suite. C'est ça. Je vais mettre un bon 3,5 au pay-per-view. Très bien. Voilà. On sentait que ça te faisait plaisir d'en parler. C'est vrai. Ouais, voilà. On a enfin testé un petit peu de cam des années 2000. On verra pour le prochain. Qu'est-ce qu'on fera? Proposez-nous. Proposez-nous. On va vous lancer peut-être un petit sondage sur Twitter. On verra. Quelle époque? Est-ce qu'on va aller dans les années 80? Est-ce qu'on va revenir un peu plus proche de nous? Des trucs qu'on va revisionner, des choses qu'on avait déjà vues à l'époque. Tout ça est intéressant. Pour le reste, je vous rappelle que vous nous retrouvez
sur YouTube. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi sur Twitter, c'est @catchupcdc. Toutes les infos sur le catch, tous les sondages, des conneries, les ratings, tout ça, on vous les diffuse sur Twitter. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Mettez des pouces sur YouTube, mettez des commentaires, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être averti dès que ça sort. On est aussi sur Instagram, Facebook, tout ça, c'est Catch-up, c'est toutes les semaines. Mon bon Raph, merci beaucoup d'être venu. Bah écoute, avec plaisir. Je sais que ça te fait plaisir quand on part un petit peu dans le vintage ringside et tu nous as raconté ça avec passion et ferveur. Donc c'était très agréable à suivre. Merci à toi. Mais écoute, toujours un plaisir d'entendre aussi tes analyses. J'étais très content de t'entendre un peu à la découverte de cette période du catch que tu ne connaissais pas. Et j'étais petit, hein. Ouais, oui. Papy, mon bon papy, merci également. Bah, merci Ringside pour ton hosting d'époque, j'ai envie de dire. Qui effectivement, c'est vrai que ça nous varie un peu des sessions hebdo, tout ça, de se replonger dans le passé. C'est vrai, de voir du bon catch avec du public, hein, ça nous manque. Il est temps que bien ça sûr, revienne. là, ça fait plaisir. Hein. C'est ça, ouais, les belles heures de la WWE. Les heures plus sombres, hein, on vous les commande toutes les semaines avec SmackDown, avec Raw. Le dernier SmackDown sera sûrement en ligne quand vous découvrirez ce podcast. On parle aussi des fois de la EW, des choses comme ça. Tous les pay-per-view, on a débriefé. C'est vous deux, hein, les gars, qui avez débriefé Fastlane, hein, je crois. Donc ça, c'est en ligne aussi. N'hésitez pas à aller checker. Allez écouter tout ça, allez découvrir tout ça, commentez, posez-nous des questions. Venez aussi sur Discord, il y a l'invitation qui sera dans la description. Il me reste plus qu'à vous remercier en espérant que ça vous a plu autant à écouter que nous à enregistrer. Les amis, ciao, peuple de Catch-up. À bientôt, bye bye. Salut à tous. Ciao, peuple de Catch-up. Du coup, c'était qui la plus grosse des deux pétasses? Bah, c'était Régal. Ah bah oui.